Nous recevons dans ce grand débat Brigitte Ameganvi. Bonsoir. Bonsoir. Brigitte Ameganvi, vous êtes membre de Synergie Togo et de la campagne Tournons la page. Karl Gaba est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Karl Gaba, vous êtes fondateur du site letogolais.com et de la plateforme Togo Debout. Merci d'être là. Robert Congo est avec nous. Bonsoir Robert. Bonsoir Francis. Robert Congo, journaliste, correspondant en France du journal Le Potentiel, édité à Kinshasa. Gaston Amici est avec nous. Bonsoir Gaston. Bonsoir. Gaston Amici, vous êtes membre adhérent du mouvement citoyen congolais Debout. On va commencer avec le Togo. Karl Gaba, Brigitte Ameganvi. De nouvelles manifestations de l'opposition se déroulent au Togo depuis hier. Les manifestants parlent, je cite, d'un ultime avertissement au régime, et une autre marche est prévue en France le 7 octobre, ce samedi, et le pouvoir lui-même aussi a décidé d'organiser ses propres marches, ses contre-manifestations en quelque sorte. Dites-nous précisément, Karl Gaba, quelle est la situation en ce moment même au Togo? Depuis hier, il y a environ 1 500 000 Togolais qui sont mobilisés dans la rue pour exiger de Faure Gnassingbé qui 1 500 000, dites-vous? Voilà, 1 500 000. Ça, ce sont les chiffres des organisateurs ou de la police? Parce que... disons, c'est les chiffres constatés par les organisateurs, et vu la mobilisation qu'on a sur toute l'étendue du territoire togolais. Il y a les grandes métropoles togolaises sont totalement dans la rue à la date d'aujourd'hui, avec la souplesse qu'a accordé certains préfets, vu que la pression est très forte sur eux. Et aujourd'hui, le Togo est debout pour dire effectivement non à Faure Gnassingbé. Cette manifestation dure depuis hier. Nous constatons toujours les mêmes barbaries qui sont perpétrées nuitamment par les forces armées togolaises. C'est-à-dire précisément? Ils rentrent dans les maisons, ils violentent les enfants, ils violentent les femmes, ils violentent les vieillards. Ça s'est passé où exactement, ça? Dans Mango, quelle localité? À Palimé, à Takpamé, à Kara, et sur tout l'étendue du territoire, effectivement, il y a des milices qui se déguisent en civils et qui rentrent dans les maisons pour commettre ces barbaries, pour faire peur à la population qui aujourd'hui s'est transcendée et se tiennent debout et réclament toujours à Faure Gnassingbé d'écouter leur voix. Leur voix est de dire à Faure Gnassingbé, 11 ans de négociations après 50 ans de dictature, ça suffit. Nous lui demandons simplement d'appliquer et de mettre en place la constitution togolaise qui a été unanimement votée en 1992 par l'ensemble des Togolais à hauteur de 97%. Cette constitution garantissait aux Togo une possibilité d'avoir un pays démocratique. Force y refuse. La deuxième demande de la population est également de permettre à 1 500 000 Togolais qui sont en exil. Sur 6 500 000 habitants, il y a un tiers des Togolais qui sont en exil, et nous réclamons le droit de vote et la possibilité de pouvoir rentrer chez nous. Et la condition, c'est que Faure doit se soumettre aujourd'hui à la décision du peuple qui réclame effectivement sa liberté. Nous avons eu une désagréable surprise hier soir quand les institutions africaines, qui est la CEDEAO, l'Union africaine, et puis une autre institution qui est le bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Voilà, enfin un machin qui est un machin alimentaire qui regroupe effectivement tous les prébendiers du système France-Afrique et du système international qui veulent mettre une coupe, qui veulent mettre à coupe régler toute l'Afrique, se sont levés pour prendre une décision. Et qui prend sans nous consulter. Il faut préciser aux auditeurs que vous parlez de ce communiqué conjoint qui a été publié hier, donc communiqué de la CEDEAO, de l'Union africaine et du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, qui estime dans ce communiqué que le projet de loi que le pouvoir togolais s'apprête à soumettre à référendum est, je cite, une étape importante pour mettre le Togo en conformité avec les normes démocratiques. Fin de citation. Mais les normes démocratiques au Togo, elles n'existent pas. Ça fait... disons, depuis 1992, ça fait des dizaines d'élections. Vous interprétez en fait ce communiqué comme un soutien au régime togolais? C'est un soutien implicite, c'est une forfaiture. Juste avec envie. C'est une provocation qu'on fait. J'allais en parler un peu plus tard dans l'émission, mais quand vous abordez la question, c'est vrai que voilà, c'est un peu surprenant parce que c'est quand même, je dirais, c'est un communiqué conjoint et même massif, puisque ce sont plusieurs organisations, institutions qui donc signent ce communiqué. C'est un signal plutôt de soutien qui est envoyé au régime togolais, là, non? C'est un soutien qui n'est même pas voilé. Oui. Et je dirais, on prend les mêmes qu'en 2005 et on recommence. Je prends la CEDEAO. Aujourd'hui, elle est présidée par Faure Gnassingbé. Là, comme président de la commission, Monsieur de Souza, qui est le beau-frère de Faure Gnassingbé.
Donc, la M. de Souza, qui est président de la commission de la CEDEAO. Qui est le président de la commission de la CEDEAO, est marié à une fille, Gnassingbé. Oui, enfin, vous pensez que les liens familiaux pèsent dans ce genre de décision? Je dis, à minima, c'est conflit d'intérêt. Oui. Et conflit d'intérêt parce que M. de Souza ne peut pas prendre de décision qui aille à l'encontre c'est un peu compliqué. De son président. Il a dit que le président de la commission de la CEDEAO, c'est le beau-frère du président togolais Faure Gnassingbé. Et du président qui lui-même est président en exercice de la CEDEAO en ce moment. D'accord. Donc, CEDEAO, mettant de côté, ça n'a aucune valeur. Deuxième chose, celui qui occupait les fonctions de M. de Souza en 2005, c'est M. Mohamed Ibn Chambas, qui est aujourd'hui le représentant de ce bureau des Nations Unies. Voilà, du bureau de. Un monsieur très contesté d'ailleurs. Hein, absolument, qui était déjà présent à Lomé lors des élections présidentielles de 2015. Qu'il a validé avant même que la Cour constitutionnelle ne donne ses résultats, et qui, en partant de Lomé, avait dit mais Faure Gnassingbé est d'accord finalement pour limiter les mandats. 48 heures après, il y avait le sommet de la CEDEAO où on avait posé le principe de cette résolution limitant les mandats et que Faure Gnassingbé et Yahya Jammeh, à l'époque, avaient refusé de signer. On reprend l'OIF et son émissaire, puisque apparemment ils avaient annoncé une mission qui a été récusée par le ministre des Affaires étrangères du Togo. Donc, ils ont trouvé un autre médiatrice en l'occurrence, qui était ministre des Affaires étrangères du Niger en 2005 et qui a chapeauté tout le processus de légalisation du coup de force électoral qui a vu Faure Gnassingbé arriver au pouvoir. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de réessayer de le réinstaller. Mais je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, vu le nombre de personnes qu'il y a dans les rues. Ils vont pas y arriver. Robert Congo, alors, bon, dans le cas du Togo, c'est vrai qu'à un moment donné, on avait aussi quand même un peu désespéré des partis traditionnels de l'opposition. Il a fallu l'émergence de ce nouveau parti, jeune parti, le PNP, Parti national panafricain, pour, voilà, aujourd'hui, ramener, je dirais d'une certaine manière, les citoyens dans la rue. Bon, comment dire, que peuvent attendre aujourd'hui les Congolais de leur parti traditionnel, parce que tout le monde aujourd'hui est dans la danse en quelque sorte. Ce qu'il faut voir, les dictatures africaines et spécifiquement au Togo sont des dictatures violentes. Ce sont des dictatures qui coupent tout opposant ou tout citoyen du moyen qui lui permet un peu de revendiquer sa liberté ou même de pouvoir vivre librement dans son pays. Vous ne pouvez pas travailler si vous n'êtes pas du régime. Vous ne pouvez pas faire de profession libérale. Même un avocat a besoin du régime pour pouvoir assurer sa subsistance. Donc comprenez qu'en Afrique, c'est très difficile. En fait, c'est un multipartisme, disons, formel, mais sans vie démocratique. Voilà, parce qu'un opposant en tant que tel n'a aucun moyen de pouvoir subvenir à ses besoins. À partir de là, on retrouve plusieurs typologies d'opposition. C'est-à-dire qu'ils sont les opposants alimentaires qui composent, qui bricolent, ou enfin, s'adaptent comme ils peuvent pour essayer de survivre et d'assurer leur existence au quotidien. On a bien compris ce que vous voulez dire. Au Togo, ce qui s'est passé. Par rapport à l'histoire du Togo, est-ce qu'aujourd'hui, bon, on ne va pas évidemment faire le procès des partis politiques, pour toutes les raisons que vous évoquez, bien entendu, mais ce parti qui émerge aujourd'hui, le PNP, est-ce que, je dirais, c'est de manière le parti politique du dernier salut pour le peuple togolais? C'est pas le parti du dernier salut, si je peux me permettre, Brigitte. Brigitte, vous voulez le PNP a réussi une prouesse. L'opposition togolaise, on a toujours reproché... C'est le seul parti révolutionnaire aujourd'hui au Togo. Non, il y a d'autres partis révolutionnaires. Le Parti des Travailleurs, qui est le parti de Claude Amégrandvi, qui est le frère de Brigitte. Et je peux vous dire que là, sa révolution, elle est beaucoup plus radicale que vous pouvez le penser. Bon. Ce que je voulais vous dire, c'est dire que, typique, ce qu'il a réussi, c'est de s'appuyer sur toute l'histoire du Togo depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, qui est le président démocratiquement élu, qui a été assassiné par le père de Faure Gnassingbé, qui a commis un crime politique, le premier coup d'État en Afrique. Ce qu'il a fait, Tipi, c'est de s'inspirer de toute notre histoire, de toute notre bataille, et il a pu conceptualiser son combat en s'appuyant vraiment sur notre culture politique, sur les difficultés politiques qu'a rencontrées l'opposition togolaise, et surtout à se transcender. Parce que le Togo a été divisé en deux parties. Il a été instrumentalisé parce qu'on a créé le nord contre le sud, et il s'est transcendé en prenant le combat global du Togo et en s'appuyant également sur un de nos révolutionnaires qui a été assassiné également par le général Gnassingbé et Yadema, qui est Tavio Amorin. Tout à fait. Et aujourd'hui, jour pour jour,
Ça fait 27 ans que les Togolais s'étaient réveillés le 5 octobre 1990 pour réclamer effectivement une démocratisation du pays. Et Tavu Amérin était un de ses leaders, mais il a été rapidement assassiné. En moins de 1 an, il a été assassiné par le régime. Et qu'est-ce qu'a fait Tipi? Il a récupéré, il a conceptualisé, il est reparti dans les campagnes, il a écouté le peuple et il a récupéré cet ADN qu'on a, c'est cet héritage qu'on a, cet ADN qu'on a, qu'on appelle chez nous Ablodek Badja. C'est de la liberté totale. C'est ça. Et à partir de là, il est revenu sur la place publique en nous expliquant le combat qu'on doit mener, c'est d'adopter la constitution de 92 qui est supposée amener une démocratie au Togo, c'est d'imposer le vote de la diaspora parce qu'on est 1,5 million et en plus de cela, il a demandé à tous les partis politiques de se mettre ensemble sur ce triptyque qui permettait effectivement d'unir l'opposition pour aller à la bataille. C'est ce nouveau parti, donc le Parti national panafricain, qui est aujourd'hui au cœur de la crise au Togo. On continuera d'en parler après la publicité. Regard croisé sur 2 hommes de crise, le Togo et la RD Congo, avec nos invités Brigitte Ameganvi, Karl Gaba, Robert Congo et Gaston Amici. Ne partez pas, à tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Regard croisé sur 2 zones de crise en Afrique, le Togo et la RD Congo, avec cette question au cœur de ce grand débat. Quelles sont les caractéristiques et quels seront les développements prochains des conflits en cours dans ces 2 pays? Et pour en parler avec nous, Brigitte Ameganvi est avec nous, membre de Synergie Togo et de la campagne Tournons la page. Karl Gaba, fondateur du site letogolais.com et de la plateforme Togo Debout. Robert Congo, notre confrère, correspondant en France du journal Le Potentiel. Et Gaston Amici, membre adhérent du mouvement citoyen Congo Debout. Alors vous parliez évidemment du parcours de Tikpi Achadam il y a quelques instants. Karl Gaba, qui est à la tête de ce mouvement. Ce mouvement devenu aujourd'hui la locomotive, je dirais, de ce qu'on peut appeler début de révolte, en tout cas de mouvement de revendication, une vague de contestation au Togo. Évidemment, on n'en est pas encore à l'insurrection. Il y a quelques jours, nous parlions dans cette émission d'insurrection possible au Togo. Brigitte Ameganvi, quel regard vous portez donc, je dirais, sur l'évolution ces dernières années de la classe politique, en fait de l'opposition dans votre pays? Est-ce que aujourd'hui, quand on observe finalement disons ces foules qui défilent aujourd'hui dans les rues du Togo, de Lomé, pardon, et dans d'autres localités, on se dit finalement il y a encore une demande d'opposition forte au sein de la population. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Karl. Je voulais tout de même rajouter trois points. Le premier, c'est que le mouvement au stade actuel et dès le 19 août, d'ailleurs, la toute première manifestation, ce mouvement dépassait largement en ampleur les simples militants des partis politiques. C'était réellement un mouvement de fond de la société civile qui, de l'ensemble de la population qui était excédée, qui par la misère, par les injustices, par les brimades, etc. Et on savait que la population n'attendait qu'une étincelle pour exploser. Et Tikpi Achadam a joué ce rôle-là d'étincelle qui a déclenché le mécontentement de la population qui elle-même faisait pression depuis longtemps pour que les partis politiques s'unissent contre l'adversaire commun. Et dernière chose, ce rôle d'étincelle était d'autant plus puissant que Tikpi Achadam vient du nord du pays, qui a été présenté, instrumentalisé depuis toujours par Gnassingbé, le père comme le fils, comme étant le fief de l'ancien parti unique, ou le fief du nouveau parti UNIR. Et définitivement acquis, en tout cas, définitivement acquis. À ce pouvoir. Mais simplement, en fait, ce qui se cachait et qu'on savait depuis longtemps, c'est que le Nord était brimé, beaucoup plus violemment réprimé que le Sud, parce qu'ils ne souffraient pas qu'il y ait de la contestation qui apparaisse dans le Nord, parce que c'est là qu'ils font leur petite cuisine électorale pour arriver avec les majorités à l'Assemblée nationale, les majorités au présidentiel. Donc ils ne voulaient pas que ce Nord vole aux éclats. Et donc maintenant, tout le monde sait que dire de manière tonitruante que le Nord est acquis au régime Gnassingbé, c'est faux. Et c'est la raison pour laquelle l'ensemble du pays se retrouve maintenant uni dans cette contestation contre la dynastie de Gnassingbé. C'est un mythe qui a été pulvérisé finalement. Absolument. Ce mythe du Nord contre le Sud, c'est ça. Tout à fait. C'est un événement majeur dans l'histoire du pays. Absolument.
Robert, avec ce qui se produit aujourd'hui au Togo, est-ce qu'on peut imaginer que tout ça se termine finalement comme ça s'est terminé? On a connu plusieurs séquences depuis 30 ans dans l'histoire du Congo. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement, au bout du compte, on se retrouve autour d'une table et que le pouvoir donc se retrouve pleinement réinstallé dans son territoire? Karl Gaba. Je vous avais dit qu'au Togo, on a eu beaucoup de négociations. Effectivement, on s'est assis autour d'une table, on a signé des accords politiques et ces accords politiques nous ont été imposés par la communauté internationale, que ce soit la communauté, l'Union européenne, l'ONU, que ce soit la francophonie, que ce soit... On a bien compris que pour l'instant, ça n'a jamais marché. Vous avez épuisé tous les dialogues possibles. On a épuisé tous les dialogues possibles, qui étaient des dialogues qui, normalement, auraient permis que le Togo sorte de l'impasse. Mais on a en face de nous une junte militaire. Et cette junte militaire, je me permets de réexpliquer. Une junte militaire. Je me permets d'expliquer aux auditeurs pour qu'ils comprennent ce que c'est que le Togo. Souvent, on a reproché aux Togolais de ne pas être courageux, de ne pas arriver à se défaire du système dans lequel ils sont. C'est une junte militaire. Et l'origine de cette junte militaire, ce sont des anciens combattants de l'armée française qui sont revenus des guerres coloniaux. Comme le père de l'actuel président. Comme le père de l'actuel président qui était sergent-chef cuisinier dans l'armée française quand nous a imposé en 1963 en assassinant le premier président démocratiquement élu du Togo qui s'appelle Sylvanus Olympio. Premier coup d'État en Afrique. Donc depuis 50 ans, cette armée coloniale s'est renforcée, s'est tribalisée, s'est professionnalisée, équipée par la France, conseillée effectivement par le Mossad également, qui se sont spécialisés uniquement dans la répression du peuple pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc comprenez qu'au Togo, c'est très 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 difficile de pouvoir se sortir de ce carcan. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous manifestons. Là, je viens d'apprendre que les jeunes ont commencé à refuser les ordres des hommes politiques parce qu'ils veulent en découdre. Nous, on prône une bataille de non-violence. Depuis un mois, nous sommes dans la non-violence. Une lutte pacifique. Et hier, il faut reconnaître que la communauté, les institutions africaines nous ont provoqués. Et je demande aux jeunes, ne tombez pas dans le piège de la provocation. Oui. Le communiqué de la CEDEAO, de l'Union africaine, de ces machins, comme je dis, est un communiqué qui est fait pour provoquer le peuple togolais pour qu'on bascule dans la violence. Et ce pouvoir dont je vous parle se nourrit de la violence. Ils se nourrissent du sang. Ils ont besoin du sang pour pouvoir survivre, avec la complicité de la communauté internationale. L'autre fois, je vous disais que nous sommes sous tutelle. La France-Afrique est encore là, parce que ces machins-là dont je parle, ils sont financés par la communauté internationale. L'Union africaine est financée à 70% par l'Union européenne. Voire plus. La CEDEAO est financée par l'Union européenne. Aucun de ces pays ne cotise pour payer son droit ou de financer ses propres institutions. Donc, ils sont aux ordres. Et donc, comprenez que quoi qu'on fasse à la date d'aujourd'hui, si les peuples togolais eux-mêmes ne se réveillent pas, ne se mobilisent pas, comme me disait mon frère congolais, faites attention, le référendum qu'on nous propose, c'est un piège. Et le piège qu'on nous propose, c'est quoi le référendum au Togo? C'est des élections qui sont organisées à la mode togolaise par la ZETES de Louis Michel, qui a déjà fait ses preuves au Congo. Et cette ZETES truque des élections qui sont systématiquement à la faveur du pouvoir. Le pouvoir crée les cartes électorales, définit la liste électorale, choisit implicitement ses candidats. Et définir les résultats. Donc comprenez, je reviens là-dessus parce que le référendum qu'on est en train de nous proposer, c'est un leurre, c'est une forfaiture. C'est pour pouvoir légitimer et nous laisser encore dans la barbarie dans laquelle on est en train de vivre aujourd'hui en nous imposant encore une dictature qui perdure, qui évite aux Togolais et au Togo de se développer d'une manière civilisé. Regard croisé sur les crises au Togo et en RD Congo, et on aura entendu finalement, il y avait quelque chose de commun, je dirais, dans votre exposé, dans ce que disait Robert Congo, c'est que vous parlez tous les deux de deux pouvoirs qui se nourrissent de la violence. Et ça, c'est ce qu'on retient, et c'est ce qu'on va retenir juste avant une page de publicité. Et on revient après pour la suite de ce débat avec nos invités, Brigitte Ameganvi, Karl Gaba, Robert Congo et Gaston Amissi. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo.
Regard croisé sur deux zones de crise, le Togo et la RD Congo. On pourrait aussi évoquer d'autres zones de crise, bien entendu. Et en micro, évidemment, on évoquait la possibilité peut-être d'une convergence de lutte, je dirais, entre tous les citoyens des pays où ces crises persistent. On pense notamment au Burundi, au Gabon et bien d'autres encore. Et parfois, on rencontre à Paris, d'ailleurs, des groupes comme ça, de manière isolée, qui défilent pour, évidemment, émettre leurs revendications à l'égard de leurs États, de leurs États en crise. Vous nous direz tout à l'heure, madame, messieurs, s'il est possible, parce que les mouvements citoyens, de plus en plus, évidemment, évoquent cette convergence des luttes possibles, puisque souvent, ce sont des mouvements, quelles que soient les nationalités, qui visent à peu près les mêmes objectifs. Nous sommes en tout cas en compagnie de Gaston Amici, Robert Congo, Karl Gaba, Brigitte Amégrand-Vie. Vous voulez dire un mot, Brigitte, peut-être avant qu'on écoute Gaston Amici sur la RD Congo? Oui, sur cette notion de convergence. Oui, tout à l'heure, en écoutant Monsieur Amici, il y a tout de même une idée qui m'est venue, c'est que 48 heures avant la chute de Mobutu, personne n'aurait parié un copec qui partirait. Donc tout est encore possible, quelle que soit la force apparente que les autocrates qui nous gouvernent affichent. Et je voulais, sur cette notion de convergence des luttes citoyennes, rajouter effectivement que c'est le mot d'ordre de Tournant la page dont je fais partie, qui a effectivement des coordinations locales dans un certain nombre de pays. Tout à fait. Et profiter de l'occasion pour annoncer que le 14 octobre, nous organisons une caravane de la démocratie, qui va faire le tour d'un certain nombre d'ambassades, l'ambassade du Gabon, l'ambassade du Tchad, l'ambassade du Niger, etc. Tous les coordinateurs locaux des coalitions Tournant la page seront à Paris et s'adresseront à la foule sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro samedi 14 octobre de 14h à 19h. Samedi 14 octobre. Je suis en colère. Je suis en colère parce que le peuple sait ce qu'il veut. Le peuple veut se nourrir. Le peuple veut s'éduquer. Le peuple veut éduquer ses enfants. Le peuple est la colonne vertébrale. Il n'y a qu'à écouter le peuple. Je suis en colère parce que les hommes politiques africains ne remplissent pas leur mission. Et tous ces hommes qui trahissent finalement la cause du peuple, parce que les exemples sont légion. Je suis en colère contre les intellectuels africains. Sur le cas du Togo, du Congo, de la Côte d'Ivoire, on ne les entend pas. Je suis en colère contre les Africains qui ne se réveillent pas, qui n'ont pas conscience de ce qui se passe sur le continent. Je suis en colère contre les intellectuels parce que je les vois faire des effets de manche dans les journaux quand Macron prononce une petite phrase sur la population ou les Africains qui font trop d'enfants. On parle de la Je suis en colère quand je vois ces mêmes intellectuels qui pondent des lignes à ne pas en finir parce qu'il y a le franc CFA. Et on ne les entend pas quand il s'agit des crimes, des milliers d'Africains qui se déversent dans la Méditerranée pour venir chercher bonheur en Europe. Je suis en colère contre la communauté internationale, enfermés qui sont dans leurs petits intérêts, enfermés qui sont dans leurs bêtises, à la quête de profit, qui abandonnent l'Afrique et qui laissent des potentats, des autoritaires, des criminels, des dictateurs nous régenter, alors que ces dictateurs n'ont pas l'once de la compétence pour pouvoir gouverner un pays. On entend bien votre anaphore, mon cher Karl Gaba. Et Robert Congo, est-ce qu'on peut quand même dire que ces deux pays dont nous parlons dans ce grand débat, le Togo et la RD Congo, sont aujourd'hui quand même à un tournant déterminant de leur histoire? Moi, je pense que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Si on peut appeler ça un tournant, oui. En parlant du cas du Togo, moi, je pense que le Togo est bien parti. En parlant de ce qui est en train de se passer, le mouvement, le Togo est bien parti. J'espère, et c'est mon souhait, que cela se passe comme ça s'est passé au Burkina Faso. Et pour la démocratie du Congo, moi je pense qu'il ne faut pas compter sur l'opposition, que ce soit tout ce que je vois, les Congolais debout, le rassemblement, c'est des politiques. Moi, vous parlez de l'épine dorsale, là. Moi je pense que c'est le peuple. L'épine dorsale, justement, c'est le peuple. C'est le peuple lui-même qui doit dire non. Comme je le vois, je le répète encore, comme je vois ce qui se passe au Togo. C'est le peuple qui doit se mettre debout et dire que maintenant, on n'en veut plus. Mais la preuve, pourquoi maintenant, l'autre jour, il y a
le vice-président du Rassemblement, en parlant de la RDC, qui disait que voilà, maintenant, le peuple ne suit plus le mot d'ordre qu'on leur dit. Mais c'est tout à fait normal que le peuple ne suive plus. Le peuple est fatigué. De marches de soutien, de manifestations, de je ne sais quoi, et de villes mortes. Le peuple est fatigué. Maintenant, le peuple attend. Attends, il va voir ce qui va se passer avant le 31 décembre. Il va suivre le mouvement. C'est ce que moi je leur disais. Ne comptez pas sur la diaspora. Ne comptez pas sur les politiques. Comptez sur vous-même. Comptez sur vous-même. Brigitte Améganvi, une transition démocratique, contrariée au Togo, on l'a bien vu, presque tué dans l'œuf, au moment même de la conférence nationale, puisque à l'époque, le père de M. Faure Yacingbe Eyadema, le président, avait envoyé ses chars d'assaut pour aller marcher, si je puis dire, sur l'enceinte où se tenait la conférence nationale à l'époque, et on a vu la suite. Ces images terribles de ces manifestants qui ont été jetés à l'époque dans la lagune de Baie à Lomé, et puis ces récits terribles. Je me souviens pendant la conférence nationale des militaires qui racontaient comment, bourrés d'amphétamine, ils prenaient d'assaut des populations avec, évidemment, des descriptions absolument horribles. C'est quand même, on parle d'un pays dont l'histoire est jalonnée comme ça de violence, de crimes, sans compter évidemment la situation des exilés. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que l'enjeu pour le Togo, c'est d'inventer à nouveau, les conditions d'un redémarrage de cette transition démocratique qui a été donc contrariée il y a 25 ans? Absolument, c'est de ça qu'il s'agit. Sans compter que effectivement il y a un certain nombre de personnes qui étaient là il y a 25 ans et qui sont encore dans le jeu politique ou dans la société civile aujourd'hui et qui veilleront à ce que les erreurs qui ont été commises il y a 25 ans ne soient plus commises. Et au bout de 50 ans, on sait maintenant qu'on ne peut pas faire confiance au Yacingbe, ni au père comme ni au fils. Et la transition qui a été loupée en 90, dans les années 90, elle a été aussi en 2005, parce que si on avait tenu bon, si la communauté internationale ne nous avait pas attaché les mains dans le dos pour que Faure Yacingbe s'installe au pouvoir, ce monsieur a commis un crime imprescriptible suivant la constitution togolaise. Et il n'aurait jamais dû diriger l'État togolais, même pas pour un seul mandat. Il faut dire que de temps en temps, quand même, une certaine opposition a accepté aussi l'inacceptable. De temps en temps, en pensant que le compromis était possible. Et on a bien vu que dans ce genre de compromis, c'est toujours les putschistes qui ont le dernier mot. Mais vu la détermination de la population que je vois aujourd'hui, il en cuira à tout homme politique qui ira encore se mettre dans des compromissions et des petits calculs là. Et ils le savent tous. Ils le savent tous. Les leçons ont été tirées du passé. Absolument, de mon point de vue. Karl Gaba. Je voulais compléter les propos de Brigitte Améganvi et expliquer pourquoi Togo debout, nous nous levons et marchons pour que le Togo se libère. C'est un message qu'on envoie à tous les hommes politiques, à toute la société civile togolaise, à toutes les personnalités et ressources qui sont tapis dans l'ombre, sont en train de collaborer avec cette dictature. Nous ne pardonnerons à personne. Ceux qui vont se dévier de la ligne du peuple actuellement qui veut sa liberté, nous ne pardonnerons à personne. Et à ceux qui vont aller soit négocier à leur nom propre ou soit commettre la forfaiture de pouvoir soutenir ce vrai faux référendum qu'on est en train de nous refiler, alors que le pouvoir, on sait très bien que ce sont eux qui contrôlent les listes électorales, qui proclament les résultats, nous ne leur pardonnerons pas un écart. Merci beaucoup, merci à vous. Une conclusion, merci beaucoup. Donc, manifestation des Togolais à Paris le 7 octobre, c'est samedi prochain. Et puis, on va retenir également la date du 14 octobre avec cette caravane de la démocratie, une forme de convergence des luttes, évidemment, des luttes africaines en quelque sorte. Des sociétés civiles. Brigitte Améganvi. Un mot pour terminer, c'est vous la conclusion d'un mot, Brigitte? Oui, donc rendez-vous le 7 octobre et de notre motivation, de notre détermination dépendra le message fort que nous enverrons aux nouvelles autorités de la France pour leur expliquer que
faire du Togo un sanctuaire judiciaire pour Charles Debache, le général Germanos et peut-être pour des SK qui chassent maintenant, c'est bien peu par rapport à ce que le peuple français et le peuple togolais attendent pour leur avenir. 30 secondes, vraiment la 30 manifestation secondes, de Togo Debout le 7 octobre à Paris de la Bastille à République est une manifestation à laquelle tous les Africains doivent venir participer. C'est une convergence de toutes les luttes africaines que nous souhaitons voir à la Bastille pour venir soutenir le Togo parce qu'il en va de la cause africaine. C'est entendu. Merci beaucoup. Merci.